Deux sorcières discutent. La première est catastrophée. Le docteur m'a dit que je pouvais pas avoir d'enfant. Allons, allons, ça va aller. Tu sais, une allergie alimentaire, c'est pas si grave. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Pardon, j'ai un petit problème de traducteur. À l'orée d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron, sa femme et ses deux enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille avait peu de ressources. Une année, la famine survint dans le pays et le pain lui-même vint à manquer. Un soir, ruminant ses soucis dans son lit, le bûcheron dit à sa femme : « Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants maintenant que nous n'avons presque plus rien pour nous-mêmes ?» Elle lui proposa de conduire les enfants le lendemain de très bonne heure au plus profond de la forêt, d'y allumer un feu, de donner à chacun d'eux un petit morceau de pain et de les abandonner là. Ainsi, ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés, ajouta la femme. Ouais, tu m'étonnes qu'il y en ait qui aient réalisé des films d'horreur avec ça. Vous l'aurez compris, je vais vous parler d'une adaptation particulière de Hansel et Gretel, le célèbre conte recueilli par les frères Grimm et publié pour la première fois en version allemande en 1812. Sans vous lire le conte, les premières lignes suffisent, il faut bien comprendre que c'est une histoire tout sauf naïve et qu'elle véhicule un imaginaire très riche et très propice à en faire des adaptations toutes plus diverses que variées. La première adaptation intéressante, c'est celle produite par Disney, datant de 1932 dans la collection des Silly Symphonies, Les Enfants des Bois. À cette époque où les productions Disney n'ont pas encore cette aura de naïveté et de bons sentiments, la sorcière, inquiétante, préfigure selon certains avis la méchante belle-mère de Blanche-Neige et les Sept Nains, sortie quelques années plus tard. Gros bond en avant, jusqu'en 1987, pour vous parler d'une version produite par la firme Canon, dans une collection qui adaptera d'autres célèbres contes comme Blanche-Neige, La Belle et la Bête ou Le Petit Chaperon Rouge. Dans cette version du conte, l'histoire est évidemment épaissie, mais également aseptisée de tout élément un peu licencieux. Entre autres ici, les enfants ne sont pas abandonnés par leurs parents. La sorcière, plutôt réussie, est interprétée par Cloris Leachman, qu'on a aperçu entre autres dans le rôle de la nourrice vieillissante Fräulein Müller dans la série Une nounou d'enfer. En 2008 sort une nouvelle adaptation sud-coréenne, très libre, une version totalement modernisée, qui reprend finalement peu de choses du conte original, mais qui redonne son aspect glauque et horrifique à l'histoire. À la télévision, le conte est très populaire et bénéficie de nombreuses adaptations, que ce soit en téléfilm ou au détour d'un épisode d'une série fantastique. C'est le cas notamment dans la dernière saison de Ma sorcière bien-aimée, dans un épisode où Tabitha donne vie au célèbre conte. Saison 3 de Buffy, la tueuse et ses amis sont aux prises avec deux enfants qui sont en fait une autre incarnation d'un démon. Dans Once Upon a Time, un épisode de la première saison est centré sur l'histoire de Hansel et Gretel, avant de faire revenir la sorcière, incarnée par Emma Caulfield, à plusieurs reprises. La télé allemande y est allée aussi de ses adaptations, premièrement en 2006 dans une collection de téléfilms appelée Märchenperlen, dans une version plutôt sombre, et secondement dans un épisode de la saison 5 de la série Sechs of Einenstreich, où l'atmosphère est calibrée pour le jeune public. A noter que les Märchenperlen et la série Sechs of Einenstreich sont toujours en production en Allemagne, et diffusés en France, où les deux sont fusionnés pour ne faire qu'un seul programme, notamment sur Gulli, sous le titre Les Contes de Grimm. En plus de ces adaptations, j'aimerais vous parler d'une référence assez flagrante qu'on trouve dans la saga La Caverne de la Rose d'Or. Dans le troisième épisode en 1993, la méchante fée Xélécia veut déjouer une prophétie, et pour ça, elle retient des enfants en otage dans une maison en sucrerie, et elle finit dans un puits brûlant. Et ça nous amène en 2013 à la sortie du fameux Hansel et Gretel Witch Hunters. Un film que j'aime beaucoup, quitte encore une fois à être seul contre tous, entre autres parce que la sorcière est jouée par Famke Janssen, qu'on a vu dans le rôle de Jean Grey dans la saga X-Men, mais également parce que ce film utilise la technique de l'animatronique à une époque où les effets spéciaux numériques sont la norme en matière de trucage de cinéma. Petite parenthèse explicative, l'animatronique c'est une forme d'effets spéciaux où on anime des créatures mécaniques pour leur donner vie à l'écran. Hansel et Gretel Witch Hunters est un énorme blockbuster, énorme succès public mais laminé par la critique, il a donné lieu à la sortie d'un certain nombre de films qu'on appelle des mockbusters. Le mockbuster, c'est un film à petit budget qui copie ou plagie allègrement l'histoire d'un blockbuster prévu pour être un énorme succès.
et qui sort en général assez opportunément directement en vidéo autour de la sortie de ce gros film, histoire de profiter un petit peu de son succès. Comme par exemple Transmorphers, qui est sorti à peu près en même temps que Transformers 2. Notre blockbuster, donc, a eu droit au même traitement de faveur, avec plusieurs mockbusters à son actif. J'en ai répertorié 4, mais il se peut qu'il y en ait d'autres. Tout d'abord Witchslayer Gretel, où Gretel est interprétée par Shannon Doherty. On a aussi un Hansel et Gretel à petit budget, produit par la firme The Asylum, où la sorcière est jouée par Dee Wallace, la maman dans E.T. l'extraterrestre. Il y a aussi Hansel et Gretel Get Backed, où la sorcière est jouée par Lara Flynn Boyle, qu'on a vu dans Twin Peaks ou Men in Black 2. Le quatrième mockbuster de la liste, c'est celui qui nous intéresse tout particulièrement. Il est réalisé par David DeCoteau, connu pour avoir commis pas mal de mockbusters, et qui s'est distingué une fois de plus avec Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières. Alors ici, on a la traditionnelle formule des contes que ce film salope bien grammaticalement en VF. Il était une fois, dans une sombre et profonde forêt, vivait la grande sorcière des bois. Alors qu'en VO ça passe. Once upon a time, in a deep, dark forest, lived the Great Witch of the Woods. Les effets spéciaux pas toujours hyper bien calés. Quelques séquences de rallonge pour que le film atteigne péniblement 1h20. Le personnage du directeur qui passe la moitié du film à guetter des ados comme un vieux pédophile, le fameux t-shirt de l'héroïne qui se retrouve à un moment porté devant-derrière, histoire de nous faire croire à une profusion de costumes, à moins que ce soit juste une bourde. Soyons clairs tout de suite, David DeCoteau, qui a réalisé ce film, n'a fait exclusivement que des films de série B à Z. Il s'est fait un nom parmi les amateurs de fantastique, notamment avec des films comme Creepozoids, Dr. Alien, ou quelques films de la saga Puppet Master. Mais il n'y a aucune chance que vous ayez vu une de ses œuvres au cinéma. Il nous offre donc cette relecture du mythe de Hansel et Gretel, dans lequel deux adolescents, jumeaux, orphelins, sont expédiés en pensionnat dans un lycée d'élite où évolue un mystérieux cercle de sorcellerie. Là où la plupart des adaptations nous montrent le frère et la sœur soudés, ce film prend le parti de nous montrer les deux en pleine turpitude adolescente, avec le frère qui rejoint le cercle de sorcellerie dont on se doute bien qu'il est maléfique, et la sœur qui, elle, penche vers le bien en se doutant qu'elle va devoir affronter son frère envoûté par la méchante sorcière. Ce qui est plaisant dans ce film, c'est qu'il a une forme plus ou moins proche du whodunit. Le whodunit, c'est à la base un type de roman à énigme dans lequel les indices sont disséminés pour tenir le lecteur en haleine, et pour qu'il puisse s'investir dans l'enquête au fil des pages. À l'issue, un mystère est résolu, en majorité l'identité d'un criminel. Whodunit, ça peut se traduire en français par « qui a fait ça ?». Du coup, tous les Agatha Christie de type Hercule Poirot ou Miss Marple sont des whodunit, puisque l'identité du criminel est révélée à la fin par la personne qui mène l'enquête. Ce genre s'est extrêmement bien adapté au ciné, au moins en considérant le nombre d'adaptations en film de bouquins de Christie. Mais le whodunit a su également s'adapter sans perdre son essence, en particulier dans le cinéma d'horreur. Notamment dans la saga Scream, dont la mécanique scénaristique repose sur une enquête pour démasquer le fameux Ghostface. Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières, suit la même logique, puisque dans ce film, la sorcière a un visage masqué, enfin, encapuchonné, et on ne connaîtra la vérité sur son identité qu'à la fin. Les deux héros sont joués par deux vrais frères et sœurs dans la vie, Boubou et Fievel Stewart, qui ont joué pour la première fois enfants ensemble dans la série fantastique Dante's Cove en 2004. Par la suite, on a surtout vu le frère, notamment dans plusieurs sagas comme Twilight, où il interprète le rôle de Seth Clearwater, ou encore dans les téléfilms Descendants, où il interprète Jay, le fils de Jafar. Niveau fratrie, le reste du casting nous offre une autre tête, celle d'Eric Roberts. Oui, c'est le frère de Julia. Alors sa filmographie à lui fait moins dans la comédie romantique, mais on y trouve des choses cinéfilement intéressantes, comme son rôle du mafieux Maroni dans The Dark Knight. On l'a vu aussi dans Expendables, The Human Centipede 3, ou encore dans Sharktopus, un autre mockbuster. Et dans la séquence Que sont-ils devenus ? Voici venir Vanessa Angel. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais pourtant elle a fait rire et fantasmer des millions d'ados, et probablement d'adultes, dans la série Code Lisa, où elle jouait le fameux génie au pouvoir magique créé à l'ordinateur par les deux héros. Dans Hansel et Gretel, elle joue Mademoiselle Keegan, la conseillère d'orientation du lycée. L'histoire de Hansel et Gretel continue de fasciner et d'alimenter les scénarii
que ce soit à la télé ou au cinéma. En 2015, un épisode de la saison 10 de Supernatural est centré sur la sorcière. De son côté, David DeCoteau a continué à faire des films avec une constante. Foutre les mecs torse-poil, n'importe quand et sans la moindre justification, comme s'il était sponsorisé par une marque de sous-vêtements. Si jamais moi dans la feta, vous trouvez un joli fille pour moi, sans chemise, sans pantalon. Alors la vie fait sur votre manière, vous y avec moi pour la rivière. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon. Adam et Ève dans un paradis, s'est promené comme des bons amis. Sans chemise, sans pantalon. Hier au soir, motif faire comme ça. Ce matin, nous lever en bloc. Sans chemise, sans pantalon. Remarque, au moins ça aura le mérite de tendre le cou au cliché du fameux plan nichon des films à petit budget. Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières ne dérogeant pas à la règle du plan caleçon de DeCoteau, je vous laisse constater par vous-même et je vous dis à très bientôt. Ah, c'est pas vrai. Je peux entrer une minute? Je suis en train de faire mes devoirs. Merci. T'as un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je fais mes devoirs, c'est tout. Dis plutôt que tu t'entraînais. Un petit peu. Qu'est-ce que t'as fait? Raconte. Ce stylo. J'ai réussi à le déplacer. Comment? Comme ça? C'est incroyable. La première chose que j'ai fait bouger, c'était mon téléphone. Ça m'a pris 3 heures pour le faire avancer d'1 centimètre. J'ai commencé par plus petit. T'en fais pas. Une fois que tu auras été éveillé, tu pourras faire beaucoup